va peut-être y Voilà. aller, hein, je pense. Tout à Je te fait. laisse Voilà. dire un petit mot et puis passer la parole Non, non, ensuite à Eric Landon. j'ai dit Il ce est que là, j'avais à il est dire. là. Donc, je pense que Eric peut attaquer directement. Oui, Là, il va boire déjà. À votre santé et en vous souhaitant une bonne journée. Non, je prends un verre d'eau quand j'interviens par prudence. Alors, écoutez, merci et bonjour à tous. Bravo pour votre élection. On attaque le mandat. On y va. Sauf que vous êtes certains à vous connaître parfaitement le fonctionnement du conseil municipal parce que vous étiez peut-être déjà élu. Et puis pour d'autres, c'est une arrivée dans un monde un peu étrange, avec des tas, comme dans tous les milieux professionnels ou autres, hein, avec des tas de sigles, d'acronymes, on jargonne tous, enfin voilà. Et donc, on a le besoin de s'adapter un peu selon les cas. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une formation relativement simple. Et puis, si vous avez des questions très complexes, vive le jeu des questions-réponses. À 4 moments, on s'est amusé à glisser des petits quiz. Alors, inconvénient du quiz, ça fait enfantillage. Avantage du quiz, c'est amusant et mine de rien, on se prend tous au jeu de voir si on a bien retenu ou pas les informations. Et comme les réponses à ces quiz sont totalement anonymes, lâchez-vous, allez-y, on n'ira certainement pas ricaner sur les mauvaises réponses, d'autant que tous autant qu'on est, on ferait de mauvaises réponses dans les domaines où nous ne sommes pas dans le cœur d'expertise. On y va? Alors on y va. Alors on partage l'écran et on aborde le sujet. Normalement, est-ce que ça apparaît? Est-ce que c'est bon? Oui. Bon. Alors, en fait, j'ai distingué 4 parties dans l'heure et demie qui va nous retenir ensemble. C'est un petit rappel sur les étapes de l'état d'urgence sanitaire, mais là, franchement, l'état d'urgence sanitaire, il s'arrête le 10 juillet, il n'y a plus qu'une semaine à tenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une semaine à tenir sur les difficultés sanitaires, hein, mais le régime juridique de l'état d'urgence sanitaire et toutes ses adaptations. Ensuite, et c'est l'essentiel, on va revoir ensemble quelques bases sur le fonctionnement du conseil municipal et ensuite parler de quelques mesures pour la séance d'installation et parler de la toute nouvelle loi du 22 juin qui change la donne sur certains sujets. C'est vraiment tout nouveau. Une question d'abord, est-ce que vous êtes tous déjà installés au niveau du conseil municipal ou est-ce que certains d'entre vous est en train de le faire parce que vous avez eu une élection au second tour dimanche dernier? Non, ils sont tous installés là. Tous ceux qui sont là sont tous installés. Ouais. Bon, donc il n'y a personne qui a besoin de voir. Il n'y a qu'une personne qui représente qui est conseillère municipale à Ferrières-sur-Sichon et donc le conseil municipal d'installation aura lieu ce soir. Bien. Ah oui, donc là, vous allez être particulièrement, préparé pour la séance de ce soir. Alors, les étapes à venir, vous les connaissez. On va installer maintenant les intercommunalités. Alors, les communes sont membres de structures intercommunales. Ces structures intercommunales, elles peuvent être de plusieurs ordres. Ah oui. Ça peut être… Pardon? J'ai oublié, il y a des représentants de la mairie Gannet qui sont là et qui effectivement seront ce soir installés. Bon, alors je donnerai quand même quelques éléments. Je donnerai quelques éléments. Okay. Alors, toutes vos communes, parce que toutes les communes de France, à quelques micro-détails près, sont membres de communautés de communes ou communautés d'agglomération. D'accord? Donc, vous êtes peut-être à Vichy, vous êtes peut-être à Moulins, vous êtes peut-être à Montluçon, vous êtes peut-être ici ou là. En tout cas, vous êtes dans des communautés de communes ou d'agglomération. Ça, c'est de l'intercommunalité. Et qui va siéger dans les intercos? Les communes de 1000 habitants et plus, vous le savez déjà, puisque c'est les citoyens qui ont désigné qui va siéger. Pour les moins de 1000 habitants, c'est dans l'ordre du tableau. C'est-à-dire que si la commune a 2 sièges, ça sera le maire et le premier adjoint ou première adjointe. Et puis, si l'une de ces 2 personnes démissionne de son mandat intercommunal, on ira chercher ensuite dans la liste du tableau, deuxième adjoint, etc. Ces structures intercommunales, sauf celles qui étaient composées que de communes où il n'y avait pas besoin de deuxième tour, vont se recomposer là maintenant. Alors, le délai normal, c'est un délai de 4 semaines, mais là, on a déjà tellement perdu de temps depuis mars que la loi a modifié les choses. Et donc, c'est à partir de l'installation des conseils municipaux après le deuxième tour, dans un délai de 3 semaines, que ces intercos vont se recomposer.
Mais à côté de ça, il y a des syndicats qui vont gérer des compétences. Alors, on va parler parfois de CIVOM, quand ils ont une compétence, plusieurs compétences, CIVU, quand ils ont une seule compétence. OK. Bref, des syndicats qui vont se recomposer aussi dans les semaines qui viennent. Et qui puis-je envoyer siéger dans ces syndicats? Eh bien, on va en parler tout à l'heure. Et puis, il y a aussi des syndicats mixtes. Il y en a plusieurs dans votre département. Sur l'eau, par exemple, il y a le SMEA, et que vous avez composé avec le département. Et donc, dans ces cas-là, les calendriers d'installation sont encore un peu plus tardifs. Tant que ces structures ne se sont pas recomposées, donc pour les 2 communes que vous évoquiez, Monsieur le Président, eh bien, dans ces 2 communes-là, c'est encore le maire qui était en place avant le 15 mars qui gère les affaires urgentes et courantes avec un certain nombre de délégations, ou si ce n'est lui, c'est d'autres élus dans l'ordre du tableau par suppléance. Je passe rapidement. Donc, ça veut dire que pour certains gros syndicats ou intercos, on peut avoir des élus qui ne sont plus élus, mais qui gèrent les affaires urgentes et courantes pendant encore quelques semaines. Hein. Et jusqu'à vendredi prochain, tant qu'on est en état d'urgence sanitaire, il y a des règles plus souples pour le quorum, les lieux de réunion, etc. Certaines de ces assouplissements sont maintenus tout l'été, voire parfois dans certains cas jusqu'à septembre. Nous y reviendrons. Avec la possibilité de se réunir de forme allégée en matière de présence du public, de visioconférence, etc. Attention, si vous décidez de faire une visioconférence pour d'autres réunions que celle d'élection du maire, ce que vous pouvez faire pendant encore 7 jours, eh bien, il faut quand même que vous organisez pour que ces réunions soient publiques, c'est-à-dire que le public puisse accéder, en étant silencieux, à vos réunions, que ce soit du Zoom, du Teams, WhatsApp, Skype, etc., ou que vous fassiez des réunions entre vous. Certains, dont un cas qu'un client à moi dans votre département l'ont fait au téléphone, mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une rediffusion directe qui peut se faire par YouTube, qui peut se faire par Facebook Live, etc. Et même les convocations, dans ces cas-là, ont des formalités allégées, mais où vous précisez quelles sont les modalités de ces réunions. Si depuis l'installation, il y a quelques semaines, pour toutes les communes qui ont eu lieu, qui ont eu un premier tour conclusif dès le 15 mars, vous avez peut-être déjà pris l'habitude de ces réunions en visioconférence, en fait. Eh bien, il va falloir perdre cette habitude, car, sauf pour les intercos dans le cadre d'un décret qui n'est pas encore paru, on va perdre la possibilité de ces réunions en visioconférence, même si quelques assouplissements, j'y reviendrai, demeurent pendant encore quelques semaines. Un mot sur le quorum. Alors, c'est quoi le quorum? C'est le nombre minimum d'élus qu'il faut pour pouvoir voter quand on est en conseil municipal. Imaginez que vous avez un effectif, je ne sais pas moi, allez, de 19 conseillers municipaux. OK? Bon. Il y en a un qui ne vient pas. Il m'en reste 18. Eh bien, il faut que vous ayez au moins 9 présents pour voter. Sauf que ce que je vous dis là est à relativiser. Première relativisation, il vous faut la moitié, j'ai dit 19, donc non, il vous faut 10 personnes, je viens de dire une bêtise. Il faut 10 personnes pour que le quorum soit atteint. Excusez-moi. Donc, j'ai 19 personnes à mon conseil municipal, il m'en faut 10 pour voter, donc la moitié ou la moitié arrondie à l'entier supérieur. Donc là, 10 qui viennent. OK. Mais, première relativisation, le quorum s'apprécie toujours à l'ouverture de la séance, après une suspension de séance et au début d'un point de l'ordre du jour. Ça veut dire que si le maire dit « Mes chers collègues, nous passons maintenant au point 3 de l'ordre du jour qui est, je ne sais pas moi, la rénovation de la salle municipale, la salle des fêtes », eh bien, c'est au moment où il dit ça qu'il faut qu'il y ait le quorum.
Si à ce moment-là, j'ai 3 enquiquineurs, parce qu'il y a la presse qui est dans la salle, qui se lèvent et disent « Non, nous ne voulons pas de cette rénovation de la salle des fêtes », et les gars, ils se barrent, et que du coup, on perd le quorum, eh bien, ça serait un problème pour le point suivant de l'ordre du jour, mais pas pour celui qui a déjà été ouvert. Donc, quand vous regardez les débats parlementaires, parfois vous voyez des gens, des petits malins qui se barrent exprès pour qu'il n'y ait plus le quorum. Mais parce qu'au Parlement, c'est au moment du vote que ça s'apprécie le quorum. Mais en conseil municipal, c'est au moment de l'ouverture du point de l'ordre du jour. Ça veut dire que si vous êtes un maire malin et que vous savez que vous êtes limite pour le quorum et que l'opposition va se barrer et que vous n'aurez plus le quorum et qu'ils le font exprès, hein, bon, eh bien, quand vous voyez votre charmant leader de l'opposition, alors vous allez me dire, chez nous, il n'y a pas toujours une opposition. Oui, mais il y a toujours un emmerdeur. Bon, donc, on a enregistré. Alors, il y a toujours quelqu'un qui aime vous porter querelle. Et donc, quand cet enquiquineur va prendre la parole, vous dites, tata, le point de l'ordre du jour est fini, on ouvre le nouveau point de l'ordre du jour. Voilà, tu voulais dire, et là, le gars, il peut dire, je me lève, je m'en vais, on s'en fout, on aura le corps. Maintenant, autre relativisation, le quorum, pendant le temps de l'état d'urgence sanitaire, et on verra tout à l'heure qu'il y a des règles qui sont prolongées, est abaissé de la moitié à 1/3 seulement de l'effectif. 1/3 et non plus la moitié. Et en plus, ça s'applique y compris procuration. Le quorum, normalement, c'est hors procuration. Là, c'est procuration incluse. Et en plus, le temps de l'état d'urgence sanitaire, on a le droit à 2 procurations pour le prix d'une. Donc, quelqu'un peut venir en séance et avoir 2 procurations et il compte pour 3 dans ce cas-là. Sauf pour l'élection du maire et des adjoints, parce que sinon, ce serait trop simple. Donc, je résume. Le quorum à l'ouverture de la séance, reprise de la séance, ouverture d'un point de l'ordre du jour. C'est la moitié arrondie à l'entier inférieur, hors procuration. Mais pendant le temps de l'état d'urgence sanitaire, et on verra tout à l'heure les cas de prolongation, hein, eh bien, c'est 1/3 seulement, procuration incluse, sauf pour l'élection du maire et des adjoints. On peut avoir donc 2 procurations. Pendant tout le temps de l'état d'urgence sanitaire, il suffit d'1/5 des élus pour dire au maire « je veux qu'on se réunisse », alors que normalement, c'est la moitié ou le tiers du conseil qui peuvent saisir le maire pour qu'il y ait obligatoirement une séance du conseil. Ça peut également passer par une demande du préfet. Je passe rapidement sur tout ceci. On a fini les spécificités de l'état d'urgence sanitaire pour ce qu'elles sont encore à retenir. Et on fait le premier quiz. Premier quiz pour lequel Nathalie Dautresse, je crois, a préparé quelque chose. Ou pas? Ben voilà. Est-ce que tu as noté que je n'avais pas fait de faute à quorum? Je l'ai noté et je me suis retenu de plaisanter. Voilà. Alors, première hypothèse, le quorum. D'habitude, c'est hors procuration. Mais il s'apprécie, procuration incluse, le temps de l'état d'urgence sanitaire. Deuxième réponse, il s'apprécie hors procuration. Mais pendant l'état d'urgence sanitaire, on prend en compte les procurations, sauf pour l'élection du maire et des adjoints. Réponse C, qu'est-ce qui nous enquiquine et nous embrouille l'avocat? L'avocat, c'est moi, puisque ça s'apprécie toujours procuration incluse. Dès que j'ai dit qu'est-ce qui m'enquiquine l'avocat, il y a des gens qui ont cliqué sur la réponse C. Ouais, je confirme que c'est anonyme. Hein. Ça continue de voter. Bon, on n'ira pas au-delà. Vous avez raison, 85% pour la réponse B, et vous avez raison. Alors, maintenant, le conseil municipal. Là, je vais venir à des choses plus simples. Le travail du maire, alors très souvent, ceux d'entre vous qui connaissez bien le fonctionnement du conseil municipal, allez vous ennuyer dans les 2 minutes qui viennent, mais je voudrais quand même signaler qu'il n'y a pas un conseil municipal qui ressemble à un autre, et que votre expérience dans telle ou telle commune est peut-être un peu différente. Il y a des maires qui ont une gestion très collective des choses avec leurs adjoints, d'autres non. Il y a des adjoints qui travaillent en direct avec l'administration au risque de pirater la centralité que sont le maire et son directeur ou sa directrice générale des services ou en dessous de 3500 habitants, secrétaire de mairie.
À l'autre extrême, il y a des maires qui travaillent tout seuls avec leur secrétaire de mairie au risque que les adjoints soient périphérisés, pas informés et qu'ils soient vite démotivés. Tout existe. Mais les bases, et donc là, la manière que vous allez travailler, la marque que vous allez imprimer dans votre fonctionnement municipal va être déterminante dans les premiers temps. Mais au-delà de ces différences gestionnaires, il y a des éléments qui, eux, sont communs à toutes les structures parce que c'est le droit. Premier élément du droit, le maire est en relation avec le conseil municipal puisque c'est lui qui prépare les projets de délibération, c'est lui qui les exécute, c'est lui qui anime le débat du conseil municipal. Mais à côté de ça, le maire a des pouvoirs propres pour lesquels le conseil municipal n'a pas de pouvoir. C'est le maire qui va gérer le quotidien, assumer un certain nombre de responsabilités en matière de personnel. Pour les circuits financiers, c'est le maire qui sera ordonnateur. Alors, c'est quoi ça? C'est que c'est le conseil municipal qui prépare le budget, qui ressemble à une loi de finances, hein, c'est une autorisation de dépenser ou de recevoir des sommes. Mais dans le cadre de ce budget ensuite, décider de recettes qu'on va percevoir par l'émission de titres, décider de dépenses par l'émission de mandats, c'est le boulot de l'ordonnateur, c'est le maire. Et, dans un hôpital, c'est le directeur. Dans une mairie, c'est la maire. Voilà. Ce n'est pas un administratif, c'est l'élu. Et le comptable, qu'on appelle parfois le trésorier, le percepteur, le receveur, le comptable public, lui, c'est un agent de l'État. Il ne peut pas toucher l'argent si vous n'avez pas donné des ordres et vous ne pouvez pas manipuler l'argent vous-même. Bon, c'est pas ça un notaire comptable. Ça, c'est le boulot propre du maire. Le maire a aussi des pouvoirs de police. On va me dire, ah bon, c'est donc le garde champêtre ou le policier municipal. Non, 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 non. Ce qu'on appelle les pouvoirs de police, c'est toutes les mesures que vous allez prendre en matière de sécurité, de salubrité, de tranquillité publique, notamment des mesures préventives. Un édifice menace ruine, c'est pour votre pomme. Il s'agit de prendre des mesures un peu plus prudentes en matière de vitesse de circulation. À quelques détails près, c'est de la responsabilité également du maire au titre de ses pouvoirs de police. Vous voulez réglementer les baignades dans un cours d'eau, un lac ou autre. Pouvoir de police. Et dans ces domaines-là, le conseil municipal n'a même pas de compétences pour prendre des actes, des décisions. Ce qui d'ailleurs peut être parfois un problème. Je vais prendre un exemple. Vous êtes dans votre commune et vous voulez prendre une mesure de prudence qui va donc se matérialiser par un arrêté de police. Il y a des maires, parce que le sujet est controversé, parce qu'on sait que tout le monde vous dit « allez, allez, vas-y ». Et puis derrière, quand les gens commencent à râler, il y a des conseillers municipaux qui se désolidarisent de vous, alors même qu'ils vous ont poussé à prendre l'arrêté en question. Alors, ça n'arrivera pas chez vous, ça, hein. Mais dans d'autres communes, je vous jure que ça arrivera comme ça arrive depuis toujours. Bon, voilà. Alors, parfois, le maire peut se dire, attends, moi, je vais les faire délibérer comme ça, ils se sont mouillés, ils sont engagés. Hein. Voilà. Ben oui, mais le problème, c'est que si vous le faites, votre mesure de police est illégale, même si vous prenez un arrêté après. Hein. Alors, l'astuce, c'est parfois de dire, moi, maire, j'ai des pouvoirs de police. À ce titre-là, j'envisage de prendre telle réglementation en matière de baignade, d'édifices menaçants en ruine, ce qui est important parce que ça peut coûter cher à la commune dans certains cas, etc., etc. Ça peut être des questions d'inondation, même si la compétence correspondante qu'on appelle chez MEPI était intercommunalisée par ailleurs, etc. Et donc, de circulation, voilà. Et le maire peut demander au conseil municipal un avis sur son projet d'arrêté. Comme ça, les conseils municipaux se sont exprimés et ne pourront pas, derrière, vous deviner. J'ai utilisé les termes de délibération d'arrêté. On va en profiter pour faire 10 secondes de vocabulaire. Ce qu'on appelle un arrêté, c'est quand le maire prend un acte au titre de ses pouvoirs propres. La nomination d'un agent, pouvoir de police. La délibération, c'est le type d'acte que va prendre le conseil municipal. Parfois, ça se traduira par des contrats, mais dans ce cas, le conseil municipal autorisera le maire à signer ce contrat ou un autre élu. Et puis, parfois, vous entendrez parler de décision. Cette frontière n'est pas inscrite dans les codes, dans le Code général des collectivités territoriales, mais dans la vie pratique, quand vous entendez parler de décision,
ça indique que le maire a agi par délégation du conseil municipal. D'accord? Donc, le maire qui agit au titre des pouvoirs propres, il prend un arrêté. Si le maire agit parce que le conseil municipal lui a donné des compétences pour la durée du mandat, nous reviendrons sur cette délégation de compétences tout à l'heure, il est usuel que la décision prise par le maire s'appelle alors décision et pas arrêté. Si dans vos services, on se plante un peu, comme ça arrive parfois, sur ces choses-là, c'est pas grave, le juge regarde la légalité des actes au fond et pas la forme qu'on leur donne. Parlons des délégations, justement. Il y a délégation et délégation. Vous entendrez souvent parler de délégation. Il y a un premier type de délégation, c'est les délégations que vous donnez aux agents. Hein, notamment secrétaire de mairie, directeur général des services, etc. Ça s'appelle des délégations de signature. C'est-à-dire que quand un maire donne à un agent le droit de signer un acte, ça engage le maire, c'est comme si c'était le maire qui signait. Ça veut dire aussi que le maire peut revenir lui-même sur l'acte qui a été signé en son nom. Sauf que, évidemment, si vous avez, je ne sais pas moi, délivré un permis de construire ou nommé un agent et que vous retirez l'acte 2 mois après, il y a des cas où vous pouvez le faire, il y a des cas où on ne peut pas le faire, il y a des cas où on peut le faire avec indemnisation, parfois sans indemnisation. Là, on rentre dans un autre sujet qui nous retiendrait longtemps s'il fallait décortiquer tout ceci en droit. À côté de cette délégation de signature, vous avez des délégations de fonctions. Ces délégations de fonctions sont les délégations que le maire peut donner aux adjoints au maire ou à des conseillers municipaux délégués. Dans toutes les communes, on donne des délégations de fonctions à ses adjoints. Hein. Est-ce que je peux donner des délégations à un conseiller municipal délégué alors même qu'un adjoint au maire n'a plus de délégation? Eh bien, je vous aurais répondu non avant décembre dernier, mais je peux vous répondre oui depuis une loi du 27 décembre. Je peux beaucoup plus facilement donner des délégations même à un conseil municipal délégué, même si je n'en ai pas donné à un adjoint. Ce qui est important. Deuxième chose que je glisse au passage, parce qu'en réalité c'est important, si je retire ces délégations de fonction à un adjoint, il n'a plus d'indemnité de fonction. À quelques détails près qui, pour l'essentiel, concernent les communes de plus de 100 000 habitants, donc on oublie. Et encore, je simplifie. Donc, et que se passe-t-il d'ailleurs si je retire ces délégations de fonction à un adjoint? Première remarque, le maire est libre de retirer cette délégation de fonction en adjoint. Évidemment, médiatiquement, ça fait une crise. Hein. On en parlera dans la presse. D'accord. Deuxième chose, l'adjoint sait très bien que si on lui retire ses délégations, il n'a plus de pognon. Ça aide un peu à la solidarité municipale pendant quelque temps. Alors vous allez me dire, bah non, ils ne font pas ça pour les 200 € qui sont par mois. Non, mais si on est un peu cynique, parfois il arrive que la menace de retirer des délégations de fonction, si on ne réussit pas à travailler ensemble, en harmonie, soit quelque chose qui peut être entendu par certains en tout cas. Mais attention à deux choses. Si je retire ces délégations de fonction à un adjoint, le motif doit être municipal. Vous allez croire que j'allais dire que je fais le mariole, non, j'ose pas. Vous allez croire que je fais le malin, mais j'ai eu il y a 7 ans un motif qui allait être officiel de retrait de délégation pour des raisons de vie intime. Ça ne marche pas. Donc, je retire mes délégations de fonction à un adjoint, je dois au préalable avoir 2-3 éléments un peu probants pour prouver qu'on n'arrive plus à bien bosser ensemble. Il faut que ça soit lié à la vie municipale. Deuxième chose, par exemple, il y a eu une annulation d'un cas où des gens n'arrivaient plus à bosser ensemble parce qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord pour des candidats communs au cantonal. Ben non, ça ne marche pas. Mais s'ils sont fâchés à cause des cantonales et que derrière, il y a 2-3 réunions houleuses et que j'ai des témoins, ça marche. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand je retire cette délégation de fonction à un adjoint, il reste adjoint, il peut continuer à célébrer des mariages, etc. Il
il reste officier d'état civil. Mais au prochain conseil municipal, il faudra que je demande au conseil municipal si la personne reste adjointe sans délégation ou si on lui retire son poste d'adjoint, quitte à redésigner quelqu'un d'autre. Donc, délégation de signature, on l'a vu. Délégation de fonction, on l'a vu. Et à côté de ça, la suppléance. La suppléance, c'est le fait que quand vous êtes absent et empêché, si vous êtes maire, eh bien, par défaut, c'est le premier adjoint qui va exercer vos fonctions dans sa plénitude, dans leur plénitude, pardon. La formulation du code, c'est donc que quand le maire est absent ou empêché, le premier adjoint, ou à défaut les adjoints dans l'ordre du tableau, exerce la plénitude des fonctions du maire. Cette formulation peut conduire à se tromper. On croit que le premier adjoint, du coup, va avoir toutes les fonctions du maire parce que le maire est absent ou empêché, hospitalisé, par exemple, pendant une journée. Ça ne marche pas comme ça. Le maire est absent ou empêché. OK. Si son absence prévisionnelle est de quelques heures, l'adjoint au maire ne pourra gérer que des affaires extrêmement urgentes ou courantes. Si son absence est de quelques jours, le maire adjoint ne pourra exercer que des affaires urgentes et courantes. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines d'absence que le juge a admis que des adjoints par suppléance prennent des décisions importantes comme lancer une délégation de service public, licencier quelqu'un, etc. D'accord ? Une remarque. Dans vos délégations de fonction, vous composez donc quasiment comme un gouvernement. Toi, tu vas faire l'urbanisme, toi, tu vas faire les sports, toi, tu vas faire ceci et cela. Nous allons voir tout à l'heure que, il faut faire attention aux règles de conflit d'intérêts. Vous allez me dire, oui, mais nous, on est honnête. Nous allons voir tout à l'heure que les règles de conflit d'intérêts peuvent toucher des élus honnêtes. C'est un piège à élus honnêtes. Il faut se méfier des conflits d'intérêts parce qu'ils peuvent arriver justement quand l'élu, moralement, n'a violé aucune règle morale, mais il a violé une règle juridique. On va revenir là-dessus. Deuxième chose. Quand on compose un gouvernement, pour rebondir sur l'actualité la plus chaude, eh bien, vous pouvez avoir des secrétaires d'État délégués à un ministre. On ne connaît pas, c'est l'inconnu. Je sais que M. Fradin a laissé son téléphone portable ouvert parce qu'on m'a dit qu'il était pressenti. Voilà. Et oui, effectivement. C'est Emmanuel que je vois écrit sur votre écran de téléphone, c'est ça, qui entend nous appeler. Vous pouvez prendre, allez-y, Monsieur le Président. Alors, vous pouvez être tenté de faire la même chose, c'est-à-dire dire, toi, tu es conseiller municipal délégué et je te rattache à l'adjoint à l'urbanisme. On a le droit de faire ça dans le gouvernement de la France, on n'a pas le droit de faire ça dans vos équipes municipales. On ne peut pas être délégué à un autre adjoint. Alors, il y a des astuces pour revenir à peu près à ça, mais voilà. Deuxième chose, le juge, avec beaucoup de rigidité que l'on peut regretter, exige aussi que les délégations de fonction soient super précises et qu'elles ne se chevauchent pas entre adjoints. Ensuite, et de toute manière, c'est vrai que vos administrés auront besoin d'avoir des choses à peu près claires. Ensuite, zoomons avant sur le fonctionnement de la mairie. Donc, j'ai les élus qui vont conduire leur politique. J'ai le maire qui va concevoir avec les autres élus une manière de gouverner son territoire. Est-ce que les adjoints, par exemple, sont en lien direct avec les services ou est-ce que ça passe par le DGS, etc., etc. Est-ce qu'il y a des délégations larges ou pas? On est sur des choses assez vastes. Et puis, il y a le cabinet. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, les cabinets, c'est que pour les très grosses communes. Ça dépend. Il y a des communes, j'ai connu des communes même de 1000 habitants ou de 500 habitants qui avaient un personnel de cabinet. En général, on le voit plutôt arriver à 3-4 000 habitants. Ça dépend de plein de paramètres. On est parfois très tenté par la souplesse que donne le personnel de cabinet qui permet d'avoir quelqu'un de confiance et que l'on rémunère assez librement. Quelques remarques néanmoins sur ces questions de cabinet. Première remarque. Dans les communes d'une certaine taille, il est important de distinguer qui fait quoi entre la direction générale et le cabinet.
qui va s'occuper de la ventilation de l'argent entre associations. Il y a des communes où c'est le cabinet, des communes où c'est les services. Plus la commune est grosse, plus c'est les services en général, mais à voir. Autre remarque, nous verrons tout à l'heure que depuis une loi de 2017, les personnels de cabinet ne peuvent pas être des membres de votre famille proche, et si c'est des membres de votre famille un peu éloignés, il y a des déclarations spéciales à faire. Attention. D'ailleurs, attention aussi, vous êtes un certain nombre à devoir faire des déclarations de situation patrimoniale. Donc, renseignez-vous et regardez sur ce point. Donc là, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà évoquées avec vous. Autre élément, en tant qu'élu, vous allez siéger dans l'Interco, les CCAS, qui sont des centres qui s'occupent de tout ce qui est action sociale de la commune et qui sont composés pour moitié d'élus municipaux et pour moitié de représentants des associations. Il y a la caisse des écoles qui peut prendre la forme d'un établissement public ou d'une association ou qui peut ne pas exister. La commune peut siéger peut-être dans des sociétés publiques locales ou des sociétés d'économie mixte avec des règles particulières. Il y a des conseils de quartier. La loi du 27 décembre a inventé à peu près l'équivalent des conseils de quartier pour des conseils de village. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Et puis, vous allez parfois siéger dans des associations. Alors, attention. D'abord, le juge commence à être assez strict sur les cas où vous êtes non pas représentant de la commune dans l'association, mais où vous êtes adjoint au maire dans un domaine où par ailleurs vous êtes président d'association. Attention au conflit d'intérêts là aussi. Deuxième chose, alors vous me dire, ça c'est super fréquent. Ben, oui, c'est fréquent jusqu'au jour où un jour on a une affaire pénale. Deuxième élément qui est assez fréquent aussi et qui doit être souligné, c'est que l'association doit être réellement autonome vis-à-vis de la commune. On peut passer des conventions avec la commune, avec l'association. C'est d'ailleurs obligatoire si les aides dépassent 23 000 €. Enfin, là, on commence à toucher les grosses communes. Mais même en dessous de ce seuil, ça vaut le coup de faire une convention qui fixe qui fait quoi. Mais l'association doit au quotidien être assez libre de ses mouvements. Si en fait elle est contrôlée par l'association, par la commune, pardon, de manière très étroite, ce qui arrive dans certains offices de tourisme, certains offices municipaux des sports, certains comités des fêtes, notamment, eh bien, il arrive que le juge financier, qui est la Chambre régionale des comptes, dise « Oh, mais finalement, vous êtes l'association, votre comité des fêtes de la commune de machin, là, finalement, en fait, c'est encore la commune. » Et dans ces cas-là, on estime que toute la comptabilité devrait être publique, que les agents devraient être publics, ça change plein de choses, et ça conduit à des procédures dites de gestion de fait. La gestion de fait, en réalité, c'est un problème juridictionnel, mais qui n'est que comptable. Mais quand, dans la presse locale, on aura dit que vous passez en jugement pour gestion de fait, je vous laisse leur expliquer que c'est qu'un problème comptable. Donc, si la commune contrôle une association comme ses services propres, danger. Et là, soit on va transformer carrément l'association en service, et on prend le personnel, il y a des règles là-dessus, soit on rend l'association un peu plus autonome, quitte à prévoir par des conventions des règles de contrôle, entre guillemets, de flicage particulier, et puis que l'association craigne réellement de ne pas avoir des sous l'année suivante si vous êtes mécontent. Mais être très majoritaire dans l'association, la contrôler comme un service propre, etc., c'est dangereux, alors même que c'est fréquent, oui, je sais. Ça fait partie des nettoyages classiques de début de mandat. Et donc, bon, là, je commence à arriver. Un autre élément, puisqu'on en a évoqué les dangers, il est possible que vous trouviez encore des gens qui vous parlent de rattachement ou de régularisation. Quand j'ai commencé mon métier en 1989, et oui, ma pauvre dame, ça ne me rajeunit pas, on en voyait assez souvent. C'est quoi la délibération de rattachement, de régularisation? Ça commence par des choses qui vous arriveront souvent, qui est de se dire « Ah zut, on a une promesse de vente pour récupérer un terrain on n'a pas fait attention, c'est dans une semaine au maximum que nous, il faut qu'on lève l'option pour racheter tel terrain. Et on veut racheter tel terrain. » Ou alors, ah tiens, il y a un super projet du département qui permet d'avoir des financements, mais il faut qu'on dépose un dossier avant telle date et ils veulent une délibère. On pensait que le maire allait suffire et ils veulent une délibère. Et là, dans ces cas-là, vous, en tant que maire, vous avez téléphoné à vos adjointes et adjoints en disant
Bon, je suis désolé, mais il faut qu'on se réunisse. Je sais, on s'est réunis il y a 3 jours. Mais il faut qu'on refasse une nouvelle séance. Et dans cette séance, on va voter objet unique, ce truc-là du département ou autre. Et là, vous avez toujours un petit malin qui vous dit « Ah bah là, on ne peut pas. Là, il y a CCAS. Là, il y a l'association de trucs muches. Là, il y a le comité des fêtes. Là, c'est la soirée de l'EHPAD. Et puis, tel autre jour, non, il ne faut pas déconner, il y a foot. » Bon, ok, bah ouais, mais on se réunit quand? Oh, t'as qu'à mettre ça à la séance de la dernière fois. Et c'est là qu'on parle en général de délibération de rattachement ou de délibération de régularisation. Ça, c'est du pénal. C'est un faux en écriture publique. J'en ai sur mon bureau peut-être 1 ou 2 par an, alors que quand j'ai commencé mon métier, donc en 89, c'était plutôt 1 par mois. Et qu'en général, on prie pour que le parquet enterre l'affaire, ce qui marche s'il n'y a pas eu de plainte déposée contre son partie civile. C'est un crime au pénal, c'est un faux en écriture publique. Donc, non, non et non. On réunit quand même le conseil municipal, où le maire croit que c'est ses pouvoirs propres ou autres, mais on ne va pas faire de pénal pour un problème même intéressant. Voilà, c'est quand même. Après, maintenant, commençons à zoomer avant sur le fonctionnement du conseil municipal lui-même. Dans toutes les communes, il faut un ordre du jour. Alors, en général, ça c'est à peu près connu, mais parfois on a des surprises. Donc, même dans la commune de 20 habitants, quand on convoque le conseil municipal, on envoie et on fait une liste disant quels sont les points qu'on va traiter. Et vous allez me dire, oui, mais il y a toujours 2 astuces. La première, c'est les questions diverses, et la deuxième, c'est les rapports sur table. Alors, les questions diverses, le juge est constant là-dessus. Si j'adopte au titre des questions diverses, le dernier point qu'on met en général d'ordre du jour, une délibération, c'est illégal. Alors, si vous mettez une délibération que personne ne le voit, que personne n'attaquera, pourquoi pas? Mais c'est illégal. Et il faut savoir qu'en droit administratif, il y a certaines illégalités où si elles n'ont pas été soulevées au bout de 2 mois, on vit avec. Et il y a certaines illégalités qui peuvent entraîner des conséquences que l'on peut évoquer ou qui peuvent se manifester des années après. Ça s'appelle l'exception d'illégalité. Donc il y a des illégalités, passé 2 mois, tout va bien. Il y a d'autres illégalités, et parfois c'est un autre délai de 2 mois, mais presque toujours c'est 2 mois. Et il y a des illégalités qui peuvent entraîner un effet domino, que les juristes appellent exception d'illégalité. Vous voyez, comme quand un domino fait tomber un autre domino ou un sucre. Donc, attention à cela. Autre élément, il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude, c'est le mensonge le plus répandu de France dans le monde municipal. Ça consiste à croire de bonne foi qu'il suffit de déposer un projet de délib en début de séance. Si personne ne s'y oppose, alors on peut examiner et voter cette délib. Non, ce n'est pas dans le code, ce n'est pas dans la jurisprudence, c'est nulle part. Moi, je ne connais que des jurisprudences qui sont sur cette pratique, j'en connais aucun qui l'ait admise. Enfin, voilà quoi. Bon. Ce qui pose le problème aussi de la question du degré de précision des points de l'ordre du jour. Parfois, le point de l'ordre du jour trop flou, ça ne marche pas. Mais bon, si on pense qu'on va discuter de tel ou tel sujet, on peut ajouter les points de l'ordre du jour qui seront des commodités ensuite. Sauf qu'à partir de 3500 habitants, il faut faire également une note de synthèse. Alors, si vous êtes élus départementaux ou régionaux, vous découvrirez que dans les départements et les régions, il faut même un rapport sur chaque point de l'ordre du jour. Dans la vie municipale, les choses sont plus simples. En dessous de 3500 habitants, la mention de l'ordre du jour suffit, mais l'élu peut demander à avoir accès aux documents que vous allez mettre au vote, mais on n'est même pas obligé d'envoyer le projet de délib. Arrivé à 3500 habitants, on n'est pas obligé d'envoyer le projet de délib, il suffit que ce soit accessible.
mais on doit faire une note de synthèse qui va synthétiser les enjeux qui conduisent à prendre telle ou telle décision. Et cette note de synthèse peut être commune à tous les points de l'ordre du jour, du moment qu'on s'y retrouve, quoi. Alors attention, hein, une commune de 3500 habitants et plus, qui est obligée donc de faire une note de synthèse. Si la note de synthèse, c'est 2 lignes, le juge va vous dire que ça ne permet pas aux élus de savoir de quoi on va parler pour de vrai. Et des enjeux, des choix qui étaient possibles. Mais inversement, et ça c'est moins connu, il arrivait que des petits malins mettent des trucs de 200 pages, notamment en matière budgétaire, des trucs illisibles, ou pour une délégation de service public, vous voyez, on fait des rapports illisibles qui font 200 pages. Et dans ces cas-là, il arrive que des élus obtiennent l'annulation des délibérations prises au motif que, en ayant des documents pas assez synthétiques, on a cherché à les noyer et donc ils n'avaient pas l'info qu'il fallait. Bon. Et ensuite, cette convocation dans toutes les communes devra être mentionnée au registre de délibération et affichée à la porte de la mairie. Un mot d'ailleurs sur cet affichage à la porte de la mairie pour la convocation, puis après la séance, le compte-rendu de séance dans les 8 jours, puis les délibérations. Si vous ouvrez je vais sortir un code pour vous montrer, un magnifique code général des collectivités territoriales commenté, vous tomberez toujours sur la même jurisprudence qui vous dit « Ouais, si c'est pas pile poil la porte de la mairie, le juge a même admis que ce soit à l'intérieur de la mairie. » Hop, 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 hop. L'arrêt du Conseil d'État en question, c'était une mairie d'arrondissement à Paris qui était ouverte de 8h du matin à tard le soir, 6 jours sur 7. Et il n'y avait pas encore les plans Vigipirate ou autres, donc on entrait dans la mairie et on en sortait librement. Donc, est-ce que vous avez le droit que l'affichage là soit pas pile sur la porte de la mairie, mais légèrement à côté? Oui, ça s'est validé par plus d'un siècle de jurisprudence constante. Est-ce que ça peut être à l'extérieur de la mairie, un peu loin de la mairie? Non. Il faut qu'on puisse identifier. Quand on regarde la mairie, il faut qu'on le voit, qu'il l'identifie tout de suite. Est-ce que ça peut être à l'intérieur de la mairie? Oui, dans le hall d'accueil, mais uniquement si vous avez des heures d'ouverture considérables. Un mot maintenant sur les délais de convocation. Si vous avez une commune de 3500 habitants et plus, ou plus, vous devez convoquer, sauf pour la séance d'installation du conseil, vous devez convoquer à 5 jours francs. Comment on calcule les jours francs? Vous ne comptez pas le jour de l'envoi de la convocation et vous ne comptez pas le jour de la réunion. D'accord? Donc, je suis une commune de 3500 habitants. Si j'envoie ma convocation le lundi, je ne compte pas le lundi, je compte le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Au plus tôt, je me réunis le dimanche. Si la commune fait entre 0 et 3499 habitants, alors le délai de convocation, par défaut, est de 3 jours francs. Si j'envoie le lundi, la réunion est possible le vendredi. Pas le samedi, mais le vendredi. Je peux évidemment aussi convoquer le lundi pour le samedi, voire pour le lundi suivant, voire pour un mois après, si je veux. D'accord? Mais le délai minimum, c'est 3 jours francs pour les moins de 3500 habitants, 5 jours francs au-delà, sauf pour la séance d'installation du conseil. Si vous avez la chance d'avoir des avocats, des notaires ou autres dans votre conseil municipal, bonne nouvelle, vous aurez des sachants du droit avec qui vous pourrez échanger. Mauvaise nouvelle, ils risquent de vous dire des bêtises sur ce genre de sujet. Car quand moi j'expose ces règles de convocation et qu'en face j'ai un avocat qui fait du droit privé, c'est-à-dire 95% des avocats, hein, ils sautent en l'air en me disant « mais vous racontez n'importe quoi, confrère, les jours fériés, etc. sont à décompter. » Ça dépend des droits qu'on pratique, d'abord, et ensuite, et là, vous êtes peut-être, si vous êtes vous-même privatiste, plus compétent que moi, même certainement, mais en droit privé, il y a des cas où certains jours fériés ou les jours fériés sont à décompter de ce calcul-là. Nous, dans notre droit nous, municipal, les jours fériés, même le 1er mai, même le 1er janvier, je convoque, j'envoie ma convocation le 24 décembre, le 25 décembre, contrat comme un jour normal. Voilà.
une remarque. Si j'ai une commune de 3500 habitants et plus, et que je convoque, et puis je n'ai pas le quorum, eh ben, je peux reconvoquer. Dans ma déconvocation, je vais préciser que je n'ai pas besoin du quorum parce que c'est une deuxième séance que je convoque, parce que je n'ai pas le quorum la première fois. Il faut le mettre dans la convoque, hein, sinon ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, je peux convoquer à 3 jours francs seulement, une nouvelle fois. C'est bon? Vous allez me dire, c'est un peu long quand même, 3 jours ou 5 jours francs. Eh bien, en cas d'urgence, je peux réduire ce délai à 1 jour franc. Je peux convoquer le lundi pour le mercredi. Mais l'urgence doit être extérieure à mes propres agissements ou lacunes. Je convoque en urgence parce qu'il y a, j'en sais rien moi, un mur de l'école qui s'est écroulé, les vacances sont dans 2 mois et je veux tout de suite lancer un marché public, etc., pour profiter des vacances. Je convoque mon conseil municipal à 1 jour franc, c'est bon. Si le calendrier prévisionnel des travaux conduise à ce qu'il est pertinent d'autoriser à lancer le marché maintenant, et si le maire n'a pas de délégation pour lancer les marchés, ou si on veut directement faire une seule délibération en début de procédure, ce qui est possible dans certains cas en marché public. Mais si en revanche j'ai laissé passer un délai et que je me réveille en me disant « Oh zut, on a laissé passer le délai », la convocation d'urgence ne marchera pas. C'est bon pour ces questions de délai? Alors, j'étais un peu long là-dessus, mais si vous saviez le nombre de collectivités qui se prennent les pieds dans le tapis là-dessus, c'est grandiose. Alors, un mot sur le fait que vous entrez dans vos communes, que c'est un monde qui peut vous sembler obscur, complexe, mais qu'en fait, c'est un monde qui est potentiellement d'une très grande transparence. Tous les citoyens, tous les administrés, citoyens ou non d'ailleurs, ont droit à un grand nombre d'accès aux documents administratifs après anonymisation ou occultation de mentions couvertes par un secret. Mais c'est des documents administratifs qui doivent être identifiés, qui doivent être finis, hein, pas un projet, etc. Mais quand un conseiller municipal, au lieu de s'abriter derrière cette loi de 78 aujourd'hui qui est dans un code, le code des relations publiques, entre le public et l'administration, voilà, eh bien, s'il s'abrite derrière le droit municipal pur, il a un accès à un nombre de documents énorme, mais énorme, hein, au point qu'il s'est trouvé même des élus qui ont obtenu en justice le droit d'avoir accès à des consultations d'avocats sur les projets donnant lieu à des délibérations futures à l'ordre du jour. Le juge reconnaît que tous les documents, même provisoires, même ne relevant pas des documents administratifs, même des synthèses documentaires, même des consultations couvertes par le secret professionnel, pouvaient dans certains cas être transmises aux élus, sauf à occulter ce qui serait du secret du commerce et de l'industrie, des informations nominatives, ou sauf lorsque l'intérêt de la commune serait trop compromis à ce qu'on fasse cette opération de transparence. Waouh! Alors, il se trouve que beaucoup d'élus ne le savent pas pour le plus grand bonheur de leur maire et donc de nos clients. Mais quand ils commencent à le savoir et qu'il y a réellement le point qui est mis à l'ordre du jour, bon, alors ça veut dire que pour les gros dangers, certains éléments d'études financières, d'études d'avocat, il y a parfois des choses à ne communiquer en version définitive qu'après la délibération, par exemple, des choses comme ça. Mais ça nécessite quand même beaucoup de prudence. Et quand vous saurez que ce droit a été étendu le 27 décembre dernier des conseils municipaux vers les EPCI à fiscalité propre où votre commune siège, on est parti sur une grande période de grande transparence. Cette transparence a néanmoins des limites. Un élu qui siège au CCAS ne peut pas donner le nom ou l'identité d'origine des personnes aidées, par exemple. En début de mandat, on a toujours 2-3 surprises, puis bon, ça se calme. Qui préside la séance? C'est le maire ou son suppléant, sauf quand je vais lire le maire, où là c'est le doyen d'âge, comme vous le savez, sauf pour l'adoption du compte administratif. La commune, tous les ans, vote un budget primitif, c'est comme une loi de finances, que je peux modifier en cours d'année, décision modificative ou budget supplémentaire, ça semble une loi de finances rectificative. Mais les dépenses et les recettes de l'année,
eh bien, on va les approuver l'année d'après, en année +1. Hors état d'urgence sanitaire, c'est avant le 30 juin qu'on va approuver le compte administratif du maire. Pour ceux d'entre vous qui avaient un peu l'habitude de la compta privée, ça ressemble à un compte de résultat un peu, hein, dépenses et recettes. Eh bien, à ce moment-là, le maire dont les comptes vont être examinés sort de la salle et le conseil municipal désigne quelqu'un d'autre pour présider la séance. Le maire doit également sortir lorsqu'il est intéressé par une affaire et s'il y a un contrat ou un contentieux pour lequel il y a un risque de conflit d'intérêt avec le maire ou problème d'urbanisme, le conseil municipal doit désigner quelqu'un d'autre. Ce que je vous dis là est du très résumé. Néanmoins, sous toutes ces limites, c'est bien le maire par défaut ou par défaut le premier adjoint, deuxième adjoint qui vont présider la séance et il a ce qu'on appelle un pouvoir de police, c'est lui qui va attribuer, vous savez, comme, je sais pas, comme le président de l'Assemblée ou des Sénats, attribuer la parole, etc., aux uns et aux autres. Il y a le secrétaire de séance qui est l'élu qui va prendre note de ce qui s'est dit. En pratique, ça sera fait par les services auxiliaires de secrétaire de séance. En théorie, on est censé le voter, ce n'est pas obligatoirement le plus jeune. Mais il y a la plupart des communes où on ne le vote pas et puis ce n'est pas illégal, ce n'est pas une égalité sanctionnée par le juge. Donc, voilà. Après, il y a les présents et les absents, on a vu ces questions de quorum, et puis il y a la prise de parole. Alors, on va retenir une chose simple. Il n'y a pas un conseil municipal où il n'y ait pas une personne bavarde au risque de fatiguer les autres. Ou si vous n'avez pas ça dans votre conseil municipal, eh ben vous ne savez pas à quel point vous êtes en réalité dans un océan de bonheur et de félicité. Donc, on se réunit à 20 h, la séance se finit à minuit avec un gars qui reprend pour la 3e fois de la soirée, mais je voudrais quand même reparler des menus à la cantine. Alors d'abord, première chose, en restauration, en vie municipale, parlez jamais de cantine malheureux, mais de restauration municipale, sinon vous allez vous faire engueuler par tout le monde. Deuxième chose, l'État qui va dire à la personne, écoute, on t'aime beaucoup René, mais là tu vas commencer à essayer d'être un peu concis. C'est le boulot du maire. Si vous êtes hors ordre du jour, vous pouvez couper le sifflet à la personne, faire ce que vous voulez, ce n'est pas un problème. Mais si c'est un point à l'ordre du jour pour lequel il y aura une délibération, si cette délibération, vous pensez qu'il y a des risques qu'elle soit attaquée, même risque infime, alors on retient une idée simple. Le juge va regarder si vous avez été assez patient pour être un vrai grand démocrate qui a laissé la parole à tout le monde. Et le juge, bien que lui-même ait l'habitude des trop longues péroraisons des avocats, donc il sait ce que c'est aussi, néanmoins, le juge va estimer que vous avez vicié la légalité de votre délibération si vous n'avez pas laissé les gens parler longtemps. La grande jurisprudence de base là-dessus a admis qu'un maire coupe le sifflet à quelqu'un au bout de 10 minutes, mais parce que c'était la 3e fois en plusieurs séances que la personne prenait la parole plus de 10 minutes sur ce même sujet. Ça vous donne une idée, hein. Alors, si vous n'en avez qu'un seul comme ça, ça va. Si vous en avez 2 ou 3... Alors, bon, parfois, on va décaler les séances. Hein. On avait l'habitude de se réunir à 17 h et on va faire des séances qu'à 21 h parce qu'on sait que certains bavards commencent à arriver à 22, 23 h, commencent à s'éteindre un peu. Mais si vous avez des bavards qui tiennent la longue durée, qui tiennent bien les soirées, eh bien, sachez que vous avez toute ma reconnaissance et mon admiration. C'est déjà ça. Ça vous fait une belle jambe, mais c'est déjà ça. Le droit municipal prévoit aussi que l'on peut poser au maire des questions écrites et ou orales. Ce n'est pas très usité dans les collectivités de taille humaine. C'est plutôt dans les plus de 100 000 habitants qu'on voit ça, ou quand il y a la presse, non pas uniquement papier, mais radio ou télé. Néanmoins, les communes de 1000 habitants et plus doivent faire un règlement intérieur ou doivent prévoir les modalités sur ce point. Et même dans les moins de 1000, faire un règlement intérieur est assez habituel et n'est pas idiot. Et sur la question écrite ou orale, je prends un exemple. Le juge a estimé que si on demande aux questions d'être posées 3 jours avant la séance, c'est attentatoire à leur liberté, donc ce n'est pas bien. Mais si vous exigez 24 heures de délai minimum de dépôt, il y avait un juge qui a accepté 48 heures, alors c'est légal.
Donc, quelqu'un qui essaie de vous coincer en posant une question sur un sujet que vous découvrez en séance, ce n'est pas très bon vis-à-vis des autres élus, vis-à-vis de la presse, de la population qui s'est peut-être déplacée. Donc, finalement, dire dans un coin, notamment dans le règlement intérieur, obligatoire à partir de 1000 habitants, que les questions devront être déposées au moins 24 ou 36 heures avant la séance, c'est pas mal et ça vous permet de vous préparer un peu, ce n'est pas forcément idiot, par exemple. Autre élément, le droit d'amendement. On ne peut pas trop réglementer le droit d'amendement et d'ailleurs, renvoyer tout amendement en séance est le pire risque d'avoir des choses trop lourdes. Mais le droit d'amendement peut être pour vous un atout en fait. C'est-à-dire que si vous préparez une délibération, vous envoyez votre convocation 3 jours ou 5 jours francs avant, et puis après, parce que la négociation avec, je sais pas, telle entreprise a évolué, parce que il y a des gens de votre majorité qui demandent qu'on change légèrement le projet, et puis vous dites finalement, oui, je peux concéder ça. Parfois, vous voulez modifier en séance le document. Mais vous, maire, vous ne pouvez pas modifier le document que vous avez envoyé en séance et que vous avez, pour lequel vous fait une note de synthèse si vous dépassez 3500 habitants, en convocation. Pardon. Mais vous pouvez demander à votre adjoint préféré de faire un amendement et là, ça marche. Donc, voilà. Procuration, on l'a évoqué, hein, une procuration seulement qui ne sert pas pour les quorums, sauf en état d'urgence sanitaire où c'est 2 procurations qui servent pour le quorum. Tatata. Le public doit rester silencieux. Il va être évacué si vous passez au huis clos, c'est-à-dire si le maire propose le huis clos ou 3 élus proposent le huis clos et qu'il y a la majorité ensuite qui dit « Ok, on va procéder au huis clos ». Alors, le huis clos a mauvaise presse. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Bon. Mais le huis clos, parfois, peut être utile. Parfois, il y a des maires qui, au contraire, veulent dire à tout le monde du conseil municipal l'état des discussions sur, j'en sais rien moi, le renouvellement ou pas d'un bail d'un fermage, d'un bail rural, une pré-réflexion sur le point de savoir si on va passer en régie ou rester en délégation de service public pour tel ou tel service ou autre. Et parfois, on veut discuter, mais il y a des choses un peu confidentielles, voilà, ou dire, bah voilà, la secrétaire de mairie m'a prévenu qu'elle avait telle maladie, bon, voilà comment on va gérer ça, je voulais que tout le monde soit au courant, mais bon, on le fait à huis clos parce qu'en même temps, il n'y a pas de raison que la presse et la population le sachent. En disant, je compte sur chacun pour garder le silence. On a parfois des bonnes surprises, d'ailleurs, sur le fait que les gens gardent le silence quand on leur fait confiance. Un mot sur les experts et les autres auxiliaires. Il arrive que des experts, ça peut être votre avocat préféré, ça peut être un bureau d'études techniques, votre géomètre expert, enfin je ne sais pas qui, ça peut être quelqu'un de la préfecture, qui juridiquement sera considéré comme un expert dans le code là-dessus. Vous le faites intervenir, c'est le président de séance qui dit qu'il les fait intervenir, ce n'est pas un conseiller municipal qui dit « Ah, j'ai fait venir un tel, ça serait bien qu'il parle ». Peut-être qu'il sera politiquement difficile au maire de dire « Non, je ne lui donne pas la parole ». Mais s'il n'en a pas été prévenu, en tout cas, c'est le pouvoir du maire qui a décidé qu'il s'exprime quand ce ne sont pas des élus. Et lorsque les experts ont fini de donner leur témoignage et de répondre aux questions des élus, ils sont censés redevenir silencieux, ils sont comme dans le public, on ne participe pas au débat. Voilà, c'est la démocratie locale, c'est vous les élus, ce n'est pas des gens extérieurs comme nous. Le quorum, je vous en ai bien parlé. Le vote maintenant. Ah, on va passer au vote. Eh bien, vos lointains prédécesseurs faisaient du sport, puisqu'à l'époque, on votait par assis et levé. Vous voyez, qui est pour, qui est contre. Bon, aujourd'hui, on est sur des choses plus simples. C'est la main levée, voire qui s'abstient, qui est contre, adopté. Point suivant. Mais vous passez au scrutin secret. Et alors là, accrochez-vous, c'est plus compliqué le scrutin secret. Pas le principe, hein, le scrutin secret, on vote au bulletin secret comme quand vous avez fait l'élection du maire. On n'est pas obligé d'avoir des isoloirs, on n'est même pas obligé d'avoir des enveloppes, mais le vote doit être réellement secret. Le vote doit être secret, soit quand le maire le propose et que la majorité du conseil municipal est d'accord, soit si j'ai un tiers des élus qui le demandent, mais dans ce cas c'est automatique, soit s'il s'agit de faire une nomination. Mais alors attention, la nomination, je peux m'abstraire du scrutin secret s'il y a unanimité du conseil municipal pour dire on ne va pas s'enquiquiner à voter au scrutin secret, on vote juste par main levée et autres, sauf dans les cas où j'ai un texte qui m'impose de quand même procéder au scrutin secret. Exemple, les votes, les élections des adjoints au maire. Donc vous me suivez? Je peux ne pas voter au scrutin, je dois voter au scrutin secret quand je désigne quelqu'un, sauf si le conseil municipal unanimement dit bah non, on ne s'enquiquine pas faire un vote à scrutin secret.
parce que pour des raisons sanitaires et ou de temps. Mais, si en revanche, le texte, ça peut être un article du Code de la santé publique, de l'action sociale des familles, du Code général des collectivités territoriales, dit qu'on doit voter au scrutin secret, alors je ne peux pas utiliser l'astuce de l'unanimité contre le scrutin secret. Wow. Par contre, le scrutin va être public, c'est-à-dire chacun individuellement dit pour qui va voter l'un après l'autre, si un quart des présents le demande. C'est comme ça. Sauf pour désigner quelqu'un. Le vote ensuite se fait à la majorité absolue des suffrages, donc à quelques détails près, des machins qu'on appelle intérêt communautaire où il y a des règles un peu plus compliquées, mais par défaut, je reprends mon exemple de tout à l'heure. J'ai 19 élus. J'en ai 10 qui sont présents. D'accord? Est-ce que j'ai le quorum? Oui, j'ai mes 10 sur 19. La majorité ne va pas se calculer sur les 19, mais sur les 10. Mais si j'ai une procuration, ça sera sur 11. Mais imaginons qu'il n'y ait pas de procuration. J'ai mes 10 qui sont réunis. Si j'ai 5 contre 5, la délib, elle passe ou pas? Eh bien, dans ce cas-là, j'applique la voix prépondérante du président. Si le président, du président de séance, donc le maire par défaut. Donc, ça veut dire que si j'ai 5 pour, dont le maire, la délib passe. Mais maintenant, imaginez que j'ai un tiers des effectifs qui ont dit « Ah, moi, je veux un vote au scrutin secret. » Je ne sais plus pour qui a voté le maire. Et dans ce cas-là, la délib, elle ne passe pas. Parce qu'à 5 contre 5, j'ai la majorité relative et pas absolue. Ça ne passe pas. Vous me suivez? Ensuite, je vais transmettre la délib en préfecture, j'ai le registre des délibérations, j'ai le recueil des actes administratifs à partir de 3500 habitants, j'ai parfois besoin de mettre des voies et des délais de recours, j'ai le procès verbal de séance qui va retracer ce qui s'est dit en séance avec l'immense majorité des jurisprudences qui disent qu'on n'est pas obligé de tout mettre dans le PV et que si un élu dit qu'on ajoute tel ou tel truc, eh ben, on s'en fout. Et 2 tribunaux administratifs qui ont dit si, un élu peut exiger d'ajouter des trucs en procès verbal. J'ai le compte-rendu de séance qui, lui, est un synthétique et doit être affiché à la porte de la mairie dans les 8 jours. Et j'ai certaines délibérations qui doivent donner lieu à une publicité spéciale. C'est les interventions économiques et les délégations de services publics. Ensuite, le maire va exécuter la délibération, etc., etc. Pour l'installation du conseil, il y a un délai de convocation qui est 3 jours francs dans tous les cas. Initialement, sauf interco, mais ça a été étendu à l'interco pour cet été par la loi du 22 juin. On se réunit d'habitude au conseil municipal, point barre. En mairie, pardon, point barre. Mais, premier assouplissement dans les communes nouvelles, je peux me réunir dans différents lieux par délibération. Les communes nouvelles, c'est une sorte de fusion de communes New Look d'une loi de décembre 2010. C'est quelque chose qui est soutenu par l'Association des maires de France au niveau national et qui, dans certains cas, peut être une hypothèse de travail intéressante. Très sensible. On marche sur des œufs sur ce sujet. Deuxième chose, la convocation est aujourd'hui faite par voie dématérialisée par défaut. Donc, l'envoi papier n'est aujourd'hui plus de saison, sauf si l'élu le demande. Sauf que dans la première séance, vous n'avez pas toujours les adresses mail de tout le monde. Attention, dématérialisé, ça peut être un SMS, ça peut être plein de choses. Ça pose des vrais problèmes de fracture numérique dans l'accès, les équipements des gens et leur aisance ou pas face à ces outils-là. Vous êtes tous des cadors là-dessus puisque vous êtes joyeusement sur Zoom. Mais il y a des élus qui sont en zone blanche, y compris dans l'Allier, y compris d'ailleurs sur zone blanche téléphone, et pour qui c'est un vrai problème. Autre élément, le conseil municipal peut décider par délibération de se réunir ailleurs qu'en mairie, et même en dehors des communes nouvelles, à titre définitif, s'il y a des lieux plus propices, salle des fêtes par exemple. Mais de toute manière, jusqu'à octobre prochain, pour des raisons de Covid, on peut se réunir ailleurs qu'en mairie si des raisons sanitaires le justifient et très librement. Un mot sur l'élection des adjoints.
les adjoints sont désignés un par un dans les communes de moins de 1000 habitants, à partir de 1000 habitants, j'ai bien dit 1000, et non plus 3005 comme avant 2014, on a une élection avec un scrutin de liste et à parité. La parité n'est pas nouvelle, mais avant, je pouvais très bien avoir 3 hommes, 2 femmes, puis de nouveau 2 hommes, puis 3 femmes, par exemple. Depuis la loi du 27 décembre 2019, nous sommes sur une parité Shabada. Un homme, une femme, un homme, une femme, ou alors une femme, un homme, une femme, un homme. Mais il continue à ne pas y avoir d'alternance homme-femme ou femme-homme entre l'identité sexuelle du maire et l'identité sexuelle du premier adjoint ou de la première adjointe. Je peux avoir madame la maire, madame la première adjointe, mais dans ce cas-là, j'aurai monsieur le deuxième adjoint. Je peux avoir monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, mais j'aurai dans ce cas-là madame la deuxième adjointe. C'est bon? Un mot d'ailleurs sur ces questions d'adjoint. Avant, 92 je crois, le code ne parlait que d'adjoint au maire, pas de maire adjoint. Et puis un jour est sorti un décret, je ne sais plus si c'est 92, 97, enfin un truc comme ça, je m'en souviens, est sorti un décret sur le protocole où est arrivé de nouveau, pour une fois, l'expression qui était déjà dans la pratique de maire adjoint. Donc l'expression d'adjoint au maire est historiquement la seule légale. L'expression de maire adjoint, qui est également ancrée dans la pratique, a désormais également, enfin désormais, depuis les années 90, une existence juridique aussi. Pour le reste, vous connaissez les différences, hein, l'écharpe avec les machins en or, ou enfin les pompons en or et les franges en or ou en argent pour les adjoints, etc. etc. Voilà. Puisqu'on en est au protocole, les macarons sur les voitures, ça n'est pas légal, ça se vend. Les gens qui vous le vendent, quand ils ont des enquêtes de police, disent « Ah bah non, mais c'est pour pouvoir le mettre sur les portes en vitrée de la mairie. » Bah voyons, on se fout de nous. Vous n'avez pas le droit de le mettre sur les bagnoles. Hein. Voilà. Ou si vous le mettez sur la voiture, ça sera dans des lieux privés. C'est-à-dire le parking de la mairie pour qu'on filme, mais il faut penser à l'enlever quand on sort du parking de la mairie, la belle affaire. Bon. Il y aura ensuite une désignation des délégués dans les syndicats. Voici un magnifique tableau pour savoir qui je peux désigner dans mes syndicats. Mais ça, ce tableau, je passe rapidement dessus parce que je sais que vous allez utiliser les longues soirées de ce magnifique été devant un verre de rosé à lire et relire ce tableau. Donc, je passe rapidement, car arrive le moment que vous attendiez tous, le deuxième quiz. Alors, les adjoints au maire. Il y a parité dès qu'on a 1000 habitants, mais aussi en dessous des 1000 habitants. Réponse A. Réponse B, à partir de 1000 habitants, avec une parité Shabada, et le maire est en dehors de cette parité. Et C, c'est une parité Shabada à partir de 1000 habitants, mais le maire est inclus. Hein, je ne peux pas avoir une maire et une première adjointe, par exemple. Alors, les réponses. 100%. Magnifique. Vous avez tous écouté. Et vous connaissez la règle, tout ça. Voilà, 100%. Alors, ensuite, passons aussi à quelques éléments. Vous avez, ça c'est la loi du 22 juin 2020, 3 mois pour voter les indemnités de fonction, au besoin avec application rétroactive. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais attention, ensuite, quand vous allez envoyer vos indemnités de fonction, il faut d'abord une annexe nominative, mais ça, c'est pas nouveau. Il y a même la Cour administrative d'appel de Marseille qui a estimé que si j'oubliais l'annexe nominative dans la délibération sur les indemnités de fonction, ça entraînait l'illégalité des indemnités de fonction. Et dans le cas d'espèce, comme les élus avaient continué à percevoir des indemnités pendant que la délib était applicable, les élus ont eu à rembourser 4 ans d'indemnité de fonction. Sympa. Juste parce qu'on avait oublié l'annexe. Hein. Bon, à cette annexe-là, s'en ajoute une autre, toute nouvelle. Là aussi, loi engagement de proximité du 27 décembre dernier, qui fait que chaque année, la commune, le département, l'interco, la région doit faire un état
annuel de toutes les indemnités, jetons de présence et autres perçus par les élus au titre de leurs différents mandats. Jetons de présence, c'est des choses qu'on peut percevoir dans des sociétés publiques locales ou sociétés d'économie mixte. Ce qui risque de faire un peu tiquer dans certains endroits. Il y a ensuite les commissions. Alors les commissions, vous les organisez comme vous voulez, mais si votre commune compte 1000 habitants ou plus, vous allez devoir désigner ces commissions à la proportionnelle. En clair, il y aura l'opposition. Alors vous allez me dire, alors attendez, moi ma commune elle a 1500 habitants. On a eu 3 listes. Il y a une liste d'opposition, je peux bosser avec eux. Il y a une liste, on ne peut rien faire avec eux. Et puis, vous avez calculé que si vous avez fait une commission des finances de 9 personnes, il y a la deuxième opposition qui vient aussi, et que si vous le faites à 8, il y a l'opposition à qui vous voulez bien accorder un strapontin, mais pas l'autre. Et bien, si vous faites ça, le juge va le voir. Ou en tout cas, il risque de le voir parce qu'il l'a déjà vu dans le passé, c'est la règle commune de Martigues que voici. Donc, calculez vos commissions de manière à ce que ça n'exclue pas les élus d'autres listes que vous à partir de 1000 habitants. Alors, vous allez me dire, la plupart, on est à moins de 1000 habitants ou on est à plus de 1000 habitants, mais on n'a eu qu'une seule liste. Oui, mais dans les collectivités d'une certaine taille, ça commence à devenir ça peut devenir un sujet. Bon, la charte, vous les êtes déjà passé par là, vous allez le passer. Et puis, un autre élément qu'il faut que je vous signale. J'ai évoqué tout à l'heure le règlement intérieur. Il y a beaucoup de vos communes qui n'avaient pas de règlement intérieur parce que c'est obligatoire qu'à partir de 3500 habitants. À partir de cette mandature-ci, il y a 2 nouveautés. Première nouveauté, le règlement intérieur s'impose dès 1000 habitants. Vous avez 6 mois pour l'adopter. La bonne nouvelle, c'est que tous les 6 ans, l'AMF diffuse un très bon modèle de règlement intérieur. Vous le prenez, il est simple, il est souple. Ne faites surtout pas un truc compliqué. Parce que j'ai vu des gens qui se sont fait compliqués, genre le truc, on donne ça à un stagiaire en droit qui reprend les trucs qui sont au Parlement. Vous savez, bon, ça peut tous nous arriver. Hein. Vous m'auriez donné ça à 23 ans, j'aurais peut-être fait les mêmes bêtises. Oui, sauf que derrière, on se retrouve avec un fonctionnement institutionnel super lourd et on le regrette lourdement. Deuxième nouveauté, qui est moins connue. À partir de 3500 habitants, vous avez un règlement intérieur, vous aussi. Mais vous gardez le règlement intérieur de la mandature précédente tant que vous n'avez pas adopté le nouveau. Et donc, il y a des tas de communes qui sont recomposées et par exemple, qu'on fait des commissions par exemple, différentes de ce qui était dans l'ancien règlement intérieur, si c'était mis dans le règlement intérieur. Et là, c'est illégal, il ne faut pas qu'il y ait de contentieux, c'est dommage sinon. Je mets quoi dans mon règlement intérieur? Voici la liste et voici quelques conseils et quelques jurisprudences, comme ça vous êtes équipés. Ensuite, il y a des délégations. Un mot sur les conflits d'intérêts. Alors, les délégations, deux mots. Un, sur les délégations du maire, que le maire reçoit du conseil municipal. Vous avez déjà voté pour toutes vos communes, sauf 2, si j'ai bien compris. Vous avez déjà fait l'élection du maire, donc probablement avez-vous déjà aussi fait la délibération L21, 22, 22, qui est la délégation que le conseil municipal donne au maire pour la durée du mandat. Sans doute avez-vous déjà voté que le maire peut procéder aux annulations des biens mobiliers et immobiliers, fixer un truc important dedans, fixer les honoraires des avocats, c'est vachement important ça. Bon, voilà, c'est toute une liste. Et c'est tellement toute une liste que presque toutes les mairies, même celles qui ont des bons services juridiques, prennent la liste qui est dans le code et hop, on le met dans la délib. Eh bien, si on fait ça, on fait une bêtise. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette liste-là, on dit le conseil municipal peut, virgule, dans les conditions qu'il fixe, virgule, déléguer au maire, je ne sais pas moi, le droit de préemption. Eh bien, dans ce cas-là, il faut fixer les conditions, un montant, des zones géographiques. Si je ne le fais pas, alors que le code m'a dit que je devais le faire, c'est comme si je n'avais pas de délégué au maire. Et donc, les décisions que le maire va prendre, vous vous souvenez des décisions, c'est par délégation, que le maire va prendre ensuite, seront illégales par exception d'illégalité, l'effet domino dont je parlais tout à l'heure. Même dans les très grandes villes, on a la chance d'être avocat de plusieurs des très 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 grandes villes françaises, même dans les très grandes villes, vous voyez ces délibérations, il y en a plein où il y a des illégalités.
Donc, vous reprenez la délégation L21, 22, 22 et vous vérifiez qu'à chaque fois, il n'y a pas maintenu dans le texte, dans les conditions qu'il fixe ou dans le plafond qu'il fixe, mais que ça a bien été à chaque fois remplacé par une condition, par un plafond adopté au cas par cas par le conseil municipal. Deuxième truc, qui est un piège, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'était la première couche, là je passe la seconde couche, c'est la question de prise illégale d'intérêt. Je vais vous raconter 3 histoires pas drôles. C'est juste pour vous casser bien l'appétit. Couper bien l'appétit, pardon. Un garagiste dans une commune met ses voitures sur le trottoir. Sauf que ce n'est pas vraiment le trottoir, c'est le talus, quoi, au bord de la route municipale. Ce talus, ce trottoir-là, on est d'accord que c'est du domaine public, ça appartient à la commune. Si quelqu'un l'utilise de manière privative, que ce soit un café qui va mettre une tasse, une table et 2 chaises sur le trottoir, ou le garagiste qui met une bagnole sur le talus, il est censé verser une redevance d'occupation domaniale. Les praticiens disaient RODP, redevance d'occupation domaniale. Dans les communes, notamment rurales, ce truc-là est oublié à 90% des cas. Bon. Un nouveau maire arrive. Le mec, il est l'oncle du garagiste. Le maire précédent ne savait pas qu'il fallait percevoir une redevance. Le nouveau maire non plus. Et le garagiste non plus. Eh bien, le maire et le garagiste ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt. J'ai fait un cadeau à mon neveu. Oh, cadeau, tu parles. Voilà. Deuxième exemple. Le premier adjoint au maire de Nice, qui a été réélu hier, le premier adjoint au maire de Nice est un commissaire aux comptes expert comptable, c'est le nettoyeur, y compris pour les copains d'Estrosi. C'est le nettoyeur de Nice depuis 10 ans, le mec. Il est super bien, il est super bon, c'est carré. Un jour, il est obligé de sortir de la salle alors qu'on parlait d'une subvention à une association dont il est trésorier. Et c'est une association d'œuvres sociales paroissiales. Bon, il s'agissait vraiment de trucs sociaux. Cet adjoint au maire a été condamné à 30 000 € d'amende pour prise illégale d'intérêt. Parce qu'il n'était pas sorti de la salle au moment où on parlait d'une subvention concernant une association dont il était le trésorier. Je continue ? Allez, je continue. Une commune réussit à obtenir l'association des maires tient vos formulaires de démission à la fin de mon intervention. Donc, une commune... Non, restez. Le tout, c'est de connaître le piège. Après, on ne tombe pas dedans, tout va bien. Une commune a un nouveau maire. Et le maire a un copain depuis 30 ans. Ce copain est un grand exploitant de golf, de terrain de golf, et il dit, bon, bah, on est dans les Yvelines en plus, donc une zone très, très golfique. Bah, très bien, tiens, il y a des fonciers disponibles chez toi, je vais faire mon golf chez toi. La commune ne vend pas de biens à l'exploitant. Parce que sinon, là, on aura tout de suite pensé au risque de conflit d'intérêt, bien que ce soit un ami, pas un membre de la famille, mais quand même. La commune ne fait que donner sa garantie d'emprunt. Le golf se fait sur des terrains achetés au privé, enfin, la commune n'a rien à voir en tout ça. La commune donne juste sa garantie d'emprunt. Si demain, il y a un gros équipement, une grosse entreprise qui vient sur le territoire de votre commune, vous ou votre communauté, aujourd'hui ce serait plutôt la communauté, peut donner la garantie d'emprunt. Ça fait partie du kit habituel de l'installation d'une grosse entreprise. Bon. Eh bien, condamnation. Bon, j'arrête là. Ça veut dire que les élus sortent de la salle et ne participent pas aux commissions et n'influencent pas leurs petits camarades sur les projets pour lesquels ils peuvent avoir un conflit d'intérêt, dont vous voyez que le conflit d'intérêt peut avoir une définition beaucoup plus large que ce qu'on croit usuellement. C'est en cela que c'est un piège à élus honnêtes, pas à élus malhonnêtes. L'élu malhonnête, il trouve un homme de paille pour faire ces trucs. Il le sait. L'élu honnête, tant qu'il n'a pas de signal d'alerte qui lui dit « Ah, c'est immoral ce que tu fais », se dit « Ça ne peut pas être du pénal ». Eh bien si, ça peut être du pénal alors même que la morale est sauve. C'est triste, mais c'est comme ça. Et ce n'est pas nouveau. Le texte existe depuis, sous des formes diverses depuis l'Antiquité romaine. Et donc,
Si c'est un adjoint, eh ben, il faut travailler sur les délégations de fonctions pour pas qu'il y ait d'interférence. Et si c'est le maire, eh ben, il faut que le conseil municipal désigne quelqu'un d'autre pour travailler au nom et à la place de la commune dans les domaines où il reste conflit d'intérêt. Ce que je vous dis là est une très grosse simplification. Vous demandez à la SMAC, qui est d'ailleurs un partenaire de Mairie 2000, c'est dans leur observatoire, c'est le premier cause de risque des élus locaux. Tout le monde croit que c'est les homicides et les blessures involontaires à cause des accidents sur les chantiers ou les problèmes de pollution à cause des risques sur les stations d'épuration, les déchets, les déchets sauvages, les dépôts sauvages de déchets, pardon, etc. Non, non. Premier risque, c'est ça, c'est cette infraction. Alors, maintenant, un petit quiz pour détendre l'atmosphère après avoir parlé de ce vilain pénal. J'ai une commune qui a 1100 habitants. Est-ce que le conseil municipal a 6 mois pour se doter du règlement intérieur, mais le débat d'orientation budgétaire, lui, demeure facultatif, parce que à 3500 habitants, ou j'ai 6 mois pour me doter d'un règlement intérieur, mais pour les débats d'orientation budgétaire, j'ai un report à 2021. Troisième hypothèse, qu'est-ce qu'on kikine à 1000 habitants, 1100 habitants, je n'ai ni DOB, ni règlement intérieur. Vous êtes super bon, vous avez raison. C'est effectivement la réponse A. Le débat d'orientation budgétaire est facultatif. En revanche, le règlement intérieur est obligatoire. Pour la personne qui a répondu B, c'est sans doute qu'il avait lu ça en ligne, car figurez-vous qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises sur ce point. C'est pour ça que j'ai fait un sondage là-dessus pour corriger. Et quelques mots pour finir, avant les questions, sur le fonctionnement institutionnel cet été. Donc là, je passe rapidement sur ce qui était électoral, qui n'est plus d'actualité, il faut que je pense à le supprimer, pardon. Alors, premier élément, les syndicats mixtes fermés, c'est-à-dire des syndicats dans lesquels il y a des communes et des intercouples